couche là. Nous commençons comme d'hab. Je fais strato. On est où là? C'est pas là-haut. C'est marqué Ross avant-dernier, il y a Voilà, donc ça c'est une notion assez importante qu'on va définir grâce au paysage. Et je vais vous laisser un peu plus de temps que tout à l'heure pour essayer de réfléchir. Voilà. Tout le monde est d'accord? Ouais. Maintenant, nous allons donc dessiner le paysage qui est devant nous là-bas. Alors, ici, nous sommes dans le petit village de Ventelon. V-E-N-T-A-L-O-N. Voilà. La plupart du temps, toutes les montagnes commencent par la racine Ven, V-E-N, comme Ventelon, Ventoux. Ça veut tout simplement dire que c'est en hauteur. Ça veut dire, non, ça ne veut pas dire qu'il y a du vent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est des origines trop anciennes pour que le mot vent se disait comme ça autrefois. Voilà. Ventelon, V-E-N-T-A-L-O-N. Ventalon. Telon, Ah bon? V-E-N. TE. Oui, j'ai dit T-A. Ouais. C'est T-E, excusez-moi. C'est comme le mot ventoux, c'est pas le vent. Voilà, c'est tout simplement parce qu'il est en hauteur, il est tout seul, tout haut là-haut. Comme Pigeot Voilà. pour les classes 3. Là-bas, vous avez un autre village avec son beau clocher qui s'appelle les Hieres, H-I-E-R-E-S, on s'en fiche. Et tout au fond là-bas, un hameau qui s'appelle Valfroide, parce qu'il ne fait pas bien chaud. Ah bah, on n'avait pas remarqué. Nous, ce qu'on va décrire, regardez bien hein, pour vous situer, c'est la crête, d'accord, de montagne, qui est exactement derrière le village des Hieres, mais par devant le village de Valfroide. Est-ce que vous voyez? Alors, on ne va pas regarder la montagne qui est tout au fond, qui est enneigée, d'accord? Vous oubliez tout ce qui est au fond et qui est enneigé. Et vous partez du village de Valfroide, là où on ne voit pas la route, vous voyez, qui arrive à Valfroide. Et vous remontez sur la crête, jusqu'à cette bosse là-haut, où on retrouve un petit peu de neige. Et presque vers le haut de cette falaise, vous voyez cette barre de roche un peu roussâtre. Donc moi, je vais vous dessiner ce que l'on voit d'ici. Ok? Voilà. On voit cela, une crête, bon, je fais le premier plan, qui monte ici jusqu'en haut. Voilà. Par derrière, j'ai une autre montagne hein, qui serait là. Je la dessine en pointillé, enfin, qui descendrait. Et j'en aurai encore une autre par derrière qui serait là. D'accord? Moi, je regarde ceci. À votre avis, cette bande de roches roussâtres, qu'est-ce que c'est? Parmi les trois roches qu'on a déjà vues, elle devrait vous en rappeler une. Non, là aujourd'hui on est dans les roches qu'on a vues avant-hier. C'est là, la dolomie. Vous voyez bien que ça c'est une énorme strate de dolomie. Donc je vais dessiner en vert cette couche de dolomie que j'ai comme ça à mi-hauteur de cette falaise. Donc ça part comme ceci. Voilà. Après avec les éboulis je ne vois pas tout, mais normalement je monte jusque là-haut. À partir de là je la vois bien. Voilà, et je la dessine comme cela. Jusque là, ça va. Qu'est-ce que j'ai au-dessus de la dolomie? La partie calcaire à bélémnite que je dessine comme ceci. D'accord? Voilà. Et maintenant, dernière chose, qu'est-ce que j'ai en dessous de la dolomie? Alors, on voit quelques éboulis, on a des terrasses, mais si j'allais me balader sur place, je verrais que c'est de nouveau du calcaire. Donc là-bas, j'ai un sandwich de calcaire à la dolomie. Voilà le paysage géologique qui est devant nous. Voilà. Donc je me réoriente. Hein. J'ai donc l'est ici, j'ai l'ouest ici. Tout le monde a dessiné ça? Donc maintenant, je vais vous laisser un petit moment pour réfléchir.
comment, à partir de cela, je peux avoir cette disposition-là. Avant, on va d'abord juste ensemble faire le contrôle stratigraphique. Du calcaire sur de la dolomie, est-ce que ça va? Stratigraphiquement, pas de problème. De la dolomie sur du calcaire, rien ne va plus. D'accord. Donc, j'ai un contact anormal entre la dolomie et le calcaire. Ça va jusque-là? Maintenant, troisième étape, quel est le rôle de la tectonique? Alors, on va faire la moitié ensemble, la deuxième moitié, vous la ferez tout seul. Vous essayerez de la faire tout seul. Première possibilité, est-ce que ça pourrait être un pli? Pourquoi pas? Alors, si c'était un pli, parce que là, j'ai la dolomie, je pourrais très bien dire, regardez, toute ma couche, voilà, a été rebroussée comme ceci. Je peux y arriver. Cela impliquerait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille vérifier pour prouver ou infirmer que c'est bien un pli? Le calcaire, il est plus vieux que la dolomie. Oui, mais d'accord, mais pour dire, si c'était un pli, ça impliquerait quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait chercher? Les deux calcaires de part et d'autre, ils ont le même âge. Alors, ils sont de même âge, alors là je peux te dire, oui, éventuellement, ils sont de même âge. J'en suis pas sûr, mais s'ils sont de même âge, ça ne changera rien. Par contre, si c'est un pli, d'abord il faut que j'arrive à prouver que là j'ai deux couches, et non pas qu'une. Si c'est un pli. D'accord? Et deuxième, hein, prends tout ton carnet, 30 secondes. Regardez, si c'est un pli, ce pli, dans le paysage, il est comme ceci. Vous êtes d'accord? Regardez ce que je fais. Je suis à l'origine, j'ai la dolomie qui est là, d'accord? J'ai le calcaire qui est là. Pour arriver au résultat que j'ai en face de moi, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce que ça implique? Oui, donc ça pourrait être la même couche. Et qu'est-ce que ça implique? Ça, cette partie du carnet que je repousse, il est comment les feuilles, elles sont? Par rapport à celles qui sont au-dessus? Elles sont pareilles, oui, mais elles sont surtout à l'envers. Elles sont à l'envers. Donc, si c'est un pli, il faudrait que j'aille vérifier que si cette couche est à l'endroit, celles-là sont à l'envers. Ou si celles-là sont à l'endroit, bon, d'abord ça serait celle-là qui serait à l'endroit, puisque la dolomie est là, et celle-ci devrait être à l'envers. Alors moi, je vous donne le résultat parce que je le connais. Si je vais là-bas, je vais m'apercevoir que les deux couches, enfin les deux ensembles de calcaire sont à l'endroit. Donc, conclusion, le rôle de la tectonique ne s'est pas fait par un pli. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Une faille. Donc, je vais vous demander à vous de dessiner ça sous votre dessin. Et à partir de là, essayez de m'expliquer comment on peut arriver à ceci. Et vous allez voir que par rapport à tout à l'heure, il y a une astuce. Alors dis-moi, excuse-moi. Comment on sait si c'est à l'envers ou à l'endroit? Alors comment on le sait si c'est à l'envers à l'endroit? Soit parce qu'on va trouver des fossiles. On peut trouver des coquilles si tu veux. Alors les fossiles pas en tant que forcément outil. Quand tu as une coquille par exemple, hein, l'animal est mort, la coquille elle est vide. D'accord? Elle tombe au fond de la mer. Et cette coquille va se remplir qu'à moitié. Le sédiment il va être au fond de la coquille. Et la partie vide après elle va être remplie par des gaz qui vont déposer des cristaux qui sont bien blancs. Et donc tu vas avoir le sédiment qui est noir et par-dessus le remplissage dû au gaz qui sera blanc. Donc toi tu sauras que la partie noire elle est en dessous. Donc si là tu la trouves en haut, c'est que ça a été renversé. D'accord? C'est ce qu'on appelle les indices de polarité. Maintenant tu peux en trouver d'autres. Le géologue il connaît les séquences qu'on peut trouver, par exemple, deux couches calcaires, une couche un peu plus argileuse, deux couches calcaires, voilà. Et il va voir si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc on a des moyens pour le savoir. Hein, mais la question était pertinente. Alors, quelle est l'astuce dans mon paysage par rapport à celui qu'on a dessiné tout à l'heure?
Là, j'ai de la dolomie, mais qu'est-ce que je n'ai pas? Je n'ai pas de croûte continentale dans mon dessin. Et moi, je veux que, à partir de ça, vous me dessiniez la faille qui amène des roches plus vieilles sur des roches plus jeunes. Puisque regardez, là, je vais le dessiner, la faille, elle est là. Le contact anormal, il est là, vous êtes d'accord? Voilà, je fais ça, et maintenant je mets ma flèche. Et ça devient quoi, hein? Chevauchement. Une faille inverse, vous êtes d'accord? Mais pour bien comprendre la différence avec tout à l'heure, je vous demande d'arriver à me dessiner la faille avant de la faire jouer là-dessus, pour arriver à ce résultat-là. Vous allez voir que ce n'est pas évident. Il y a une petite astuce, et c'est dans cette astuce que réside justement le fait qu'on a ici une structure particulière, sensiblement différente de celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, vas-y, le plus fort. La faille n'est pas la croûte continentale. Montrez-moi la faille, où est-ce qu'elle passe dans votre dessin? Ouais, alors essayez de le dessiner à partir de là. Et après, vous me direz si ça vous fait penser à quelque chose. Alors, vous ne l'avez peut-être pas encore revu en cours, vous le verrez peut-être plus tard. Il y a des mots qui vont aller avec. Non, non, je l'ai pas vu encore. Une faille, ça ne s'arrête pas comme ça. Hein. Donc, elle peut pas. Voilà, si je dessine la faille juste à partir de là, ça ne va pas. Il faut bien qu'elle aille quelque part. Ça va impliquer quelque chose de très important en géologie. On est d'accord? C'est une faille inverse, c'est un chevauchement, mais ce n'est pas le même type de chevauchement qu'on a vu tout à l'heure et qui impliquait la croûte continentale. Parce que ce chevauchement-là n'implique pas la croûte continentale. Et de telles structures, justement, portent un nom particulier auprès des géologues. Et c'est ce mot qu'on va essayer donc. Si vous arrivez à dessiner la faille sur ce dessin-là, alors vous aurez défini exactement cette structure-là, à qui on donne un nom particulier. Oui. Est-ce qu'une faille elle peut être courbe? La faille, elle peut avoir toutes les formes que tu veux. Je dis pas qu'il brûle, il chauffe. Comme le soleil d'aujourd'hui. Presque. Elle est assez petite. Vous avez compris la question? Donne pas tout d'un coup, essayez de réfléchir un petit peu. Là, une partie de la faille, vous pouvez la mettre, hein, ça elle est facile à mettre, mais c'est l'autre partie de la faille. Qu'est-ce qu'elle fait, la coquine? Ah là là. Alors, cette faille, remettez les mots derrière ce qu'il faut évoquer. Cette faille n'implique pas la croûte continentale. La faille n'implique que les couvertures sédimentaires. La couverture sédimentaire, c'est l'ensemble des sédiments qui est sur son substratum, son socle, la croûte continentale, en l'occurrence ici. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse, la couverture, par rapport à la croûte continentale, pour arriver à se comporter comme vous avez devant les yeux? Qu'elle se? Oui, très bien. Alors elle va se dissocier comment? Qu'est-ce qu'elle va faire? Imagine, tu as la croûte continentale et puis tu as les couches qui sont collées les unes sur les autres. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Alors donc ça veut dire que les couches, il faut qu'elles se décollent. Il faut décoller. Et là on commence à toucher le vocabulaire. Hein. Il faut que les sédiments se décollent de leur base continentale. Donc la faille, où est-ce qu'elle va passer? Entre la croûte continentale et la dolomie. Et après, qu'est-ce qu'elle va faire, la faille? Il va falloir qu'elle passe ensuite au-dessus du
calcaire pour que la dolomie puisse se retrouver au-dessus du calcaire. Ok? Alors regardez, je vais vous la dessiner, la faille. Voilà, j'essaye de la voir dans la même direction que là. Regardez, je décolle la couverture ici, la faille. Après, je la fais monter comme ceci et je la fais partir comme cela. Ok? Et je dis, regardez, ma flèche, je la mets comme ceci. Donc, si je fais fonctionner la faille, je vais être obligé, quand la faille va fonctionner, de, écoutez bien le terme, décoller la couverture sédimentaire de la croûte continentale. Et en décollant la couverture sédimentaire, il y a qu'elle ensuite qui va se retrouver sur le dos de cette partie-là. Donc, j'efface la partie qui va être mobilisée, enfin, ou la partie qui va se retrouver par rapport à l'autre. C'est relatif, évidemment. Voilà. Ok, vous voyez ce que j'ai fait? Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais faire monter la dolomie et le calcaire sur le dos du calcaire. Donc ma dolomie, elle a été décollée. Je la retrouve ici. Je la fais avancer comme ça jusque là. Et sur le dos de la dolomie, j'ai embarqué avec moi le calcaire. Vous êtes d'accord? Et dans le paysage, où suis-je, moi? Je suis, regardez, je vais faire l'encadrer. Je suis là. Vous êtes d'accord? Du calcaire au-dessus de la dolomie et du calcaire. Regardez, est-ce qu'on n'a pas tout à fait la même structure? Et qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse là? Donc c'est bien une faille inverse, c'est bien un chevauchement, mais cette faille inverse et ce chevauchement, il n'implique que la couverture sédimentaire. Il a fallu que la couverture sédimentaire se décolle de la croûte continentale. Et ça, c'est un comportement bien particulier dans la formation des chaînes de montagne. Les couvertures sédimentaires vont refuser de se déplacer avec leur croûte continentale ou océanique. C'est vrai aussi dans la croûte océanique. Et ces écailles sédimentaires qui se décollent et qui s'empilent les unes sur ou les unes sous les autres, ça porte un nom bien particulier. Alors ce sont des chevauchements, c'est des failles inverses, mais l'ensemble de ces écailles sédimentaires qui se décollent de leur croûte continentale et qui s'empilent les unes sous les autres, les géologues appellent ça, et ça vous le notez, des nappes de PES, des nappes de, DE, plus loin, charriage, C-H-A-2-R-I-A-G-E. Vous avez devant vous des nappes de charriage. C'est la couverture sédimentaire qui a refusé d'avancer dans la direction où allait la croûte continentale, donc elle a dû se décoller. Et en se décollant, en se bloquant, elle a vu une autre écaille sédimentaire lui passer par-dessous, qui à son tour s'est bloquée. Et ainsi de suite. On peut avoir comme ça des empilements sur plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres d'épaisseur, d'écailles sédimentaires qu'on appelle des nappes de charriage. Et ça, c'est un des mots clés dans la formation des montagnes. Alors, tout à l'heure, on a vu une croûte continentale sur le dos de la couverture sédimentaire. On va appeler ça un chevauchement de socle. Le socle étant le substratum des sédiments. Là, le socle, il était continental, mais ça aurait pu être un socle océanique aussi. Donc, il y a les chevauchements de socle et il y a les chevauchements de couverture sédimentaire. À part que les chevauchements où il n'y a que les couvertures sédimentaires impliquées, on appelle ça des nappes de charriage. Alors, dans quel contexte on trouve ces décollements de couverture? Eh bien, c'est quand vous avez deux lithosphères qui se retrouvent nez à nez, vous en avez une qui va passer sous l'autre. Ça s'appelle une subduction. Et regardez, imaginez que là, vous ayez des sédiments sur le dos de cette lithosphère.
les sédiments, quand ils arrivent dans la zone de subduction, ils refusent de descendre avec la croûte continentale ou la croûte océanique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se décollent. Et ça va faire une écaille qui se retrouve comme cela. Et puis après, il y a elle qui arrive, qui va se bloquer et qui va créer une nouvelle écaille qui est comme cela. Et donc toutes ces écailles vont s'empiler les unes sous les autres, créant un empilement qu'on appelle des nappes de charriage. Alors si vous voulez bien comprendre, je rajoute là le calcaire et vous comprenez ce que j'ai sur mon dessin. D'accord? Où je me retrouve ici, calcaire, dolomie, calcaire. Je suis dans ce contexte-là. Ça veut dire que pas très loin d'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les sédiments que j'ai là, ils étaient portés par quel type de substratum? On l'a vu, nous, le premier jour, sur un substratum continental. Donc ça veut dire que pas loin d'ici, il y a eu la croûte continentale qui a commencé à passer sous une autre croûte continentale. D'accord? Et quand ce phénomène a commencé à se faire, les sédiments ont refusé de s'enfoncer avec leur propre croûte continentale. Donc, les sédiments ont dû se décoller. Et en se décollant, ils se sont empilés les uns sous les autres, créant un empilement de nappes de charriage. Vous verrez en cours qu'un empilement de nappes de charriage, surtout en contexte océanique, ça porte un nom bien particulier. Je ne vous en parle pas parce que vous ne l'avez pas encore vu. Ah ben si. Alors dis-le plus fort. C'est le concept d'un prisme d'accrétion. À part que là, nous, le prisme d'accrétion, il est continental. Mais c'est exactement la même logique. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a vu pendant ces 3 jours? On a vu les roches appartenant à un continent, croûte continentale, les dolomies et les calcaires. On a vu ces roches disposées en 3 paysages différents. Un paysage de blocs basculés, avant-hier, un paysage de chevauchement de socle, ce matin, un paysage de nappes de charriage, maintenant. Et puis on a vu un ensemble de roches, hier, qui nous ont dit qu'il y a eu un plancher océanique. Et que ce plancher océanique, aujourd'hui, se retrouve sur le dos de cette montagne qu'on essaye d'étudier, sur le dos des Alpes. Ok? C'est tous les constats que nous avons faits pendant ces 3 jours. Donc tous ces constats qu'on a fait maintenant ça sera après manger, en début d'après-midi avant de se quitter, tous ces constats, on va maintenant les relier ensemble dans un modèle issu de la tectonique des plaques, un modèle qui va nous permettre de rendre cohérents tous ces paysages que l'on a vus en expliquant donc la formation des Alpes. Ok? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, c'est une explication qui permet de rendre cohérentes toutes les observations qu'on a faites. Nous, on va prendre un modèle, le modèle le plus simple qui nous permettra de comprendre toutes les observations qu'on a faites. Je ne compliquerai pas le modèle au point de... Attends, on ira le chercher après. Le modèle, tel que les géologues qui auraient fait beaucoup plus d'études que vous, d'observations que vous, pourraient compliquer parce qu'ils auraient d'autres observations. Plus vous aurez d'observations, plus le modèle sera complexe. De toute façon, comme on n'aura jamais fait toutes les observations, un modèle ne sera qu'une pâle représentation de la vérité. Donc ne vous laissez pas embarquer dans les modèles. Il y a des géologues qui veulent appliquer les modèles au paysage. Ça ne marche pas. À partir d'un paysage, on cherche le modèle qui va. Parce que si vous commencez à dire « je veux que ce modèle s'applique à nos montagnes », eh bien c'est comme ça que les géologues ils font les panneaux qu'on a vus hier au Chenaillé et qui ne collent pas. Alors, vous voyez? Donc il faut toujours faire attention. Ce qui prime, c'est l'observation, c'est pas le modèle. Quand on commence à faire des modèles, on sort de la science pure, parce qu'on commence à caricaturer, on commence à simplifier. Après, il y a des gens qui ont l'art aussi de compliquer des choses, mais en géologie, comme dans toutes les sciences, on va toujours chercher le modèle le plus simple qui explique toutes les données qu'on a.
Si un jour vous retournez sur le terrain et qu'il y a une donnée qui ne s'incorpore pas dans votre modèle, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire évoluer votre modèle. Et c'est ainsi que le modèle que moi j'avais quand j'étais étudiant sur les Alpes a quand même pas mal évolué par rapport à celui que je vous présente, vous, aujourd'hui, parce que les géologues ont découvert, compris des choses qu'ils n'avaient pas compris à l'époque. Mais il y aura toujours des choses, de toute façon, qu'on n'a pas encore trouvées. Et puis c'est ce qui s'est passé en 1970, quand on a proposé la tectonique des plaques. Tout le modèle qu'on avait des Alpes avant s'est complètement écroulé. On a complètement changé. Là, aujourd'hui, on sait que le modèle, on ne va pas le changer, c'est plus possible. La tectonique des plaques, c'est quand même quelque chose qui est très concret, mais par contre, on peut le rendre de plus en plus, je dis rentrer un peu plus dans le détail. D'accord? Voilà. Donc, attention, un modèle, d'accord, c'est pas quelque chose qui est fixe. Ce que vous avez dans vos livres en terminale, ça sera sensiblement différent des modèles qu'on vous proposera. S'il y en a parmi vous qui veulent faire des études de géologie, il ne faudra pas s'affoler pour ça. Le modèle, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce qu'on a fait pendant ces 3 jours, apprendre à décrire les roches, apprendre à décrire les paysages. C'est ça le vrai travail, d'accord? Mais c'est vrai pour toutes les sciences, n'est-ce pas? On y va?